Je suis resté travailler tard le soir, lorsque Marine Valmont est entrée dans mon bureau. Il était déjà plus de 21 heures, et la plupart des employés étaient rentrés chez eux depuis longtemps. La faible lumière de la lampe de bureau éclairait à peine les piles de documents, sur lesquels je m'acharnais depuis 3 heures. Le bruit de la porte, en s'ouvrant, m'a fait lever la tête. La femme du directeur était une personne élégante, toujours impeccablement vêtue, que je ne voyais que lors des événements d'entreprise. Marine faisait partie de ces femmes, qui savent garder leur distance, tout en restant invariablement polies. Nous n'échangions que des salutations formelles, à peine 2 fois par an. Et pourtant la voilà ici, dans mon bureau, à une heure si tardive. Elle a fermé la porte derrière elle, d'un mouvement lent et calculé. Le clic de la serrure a résonné, de façon inattendue, dans le silence nocturne du bureau vide. Mon pouce est accéléré. Quelque chose dans son attitude, dans l'expression de son visage, indiquait clairement que ce n'était pas une visite ordinaire. « Il faut que nous parlions », a-t-elle prononcé d'une voix neutre. Mais j'ai remarqué que ses mains tremblaient légèrement, lorsqu'elle a cherché son sac. Marine s'est approchée de mon bureau. À la lumière de la lampe, j'ai pu examiner son visage. Son maquillage parfait ne parvenait pas à cacher les cernes sous ses yeux, ni les rougeurs, qui trahissaient des larmes récentes. C'était une femme à bout de nerfs, essayant de toutes ses forces de garder son sang-froid. Elle a sorti une photo de son sac, et l'a posée sur mon bureau, directement sur les rapports financiers. Une seconde, un seul geste de la main, et mon monde a basculé. J'ai fixé le cliché, incapable d'en détacher les yeux. Ma femme, Céline, était assise à la table d'un café. Elle était penchée en avant, beaucoup trop près de son interlocuteur. Son visage affichait une expression de tendresse, une intimité, qui m'était autrefois exclusivement réservée. Et face à elle, recouvrant la main de ma femme avec la sienne, se trouvait Denis Valmont, le mari de Marine. Mon patron, un homme en qui j'avais confiance, avec qui je travaillais côte à côte depuis 12 ans. L'horodatage sur la photo indiquait mardi dernier. C'est précisément ce jour-là que Céline m'avait dit qu'elle partait rendre visite à sa mère, dans une ville voisine, près de Lyon. Elle était partie le matin avec un petit sac, m'avait embrassé pour me dire au revoir, et avait promis de rentrer pour la soirée. Je me souviens de mon inquiétude face à son retard. Je me rappelle comment elle s'est excusée au téléphone, expliquant que l'état de sa mère s'était aggravé, et qu'elle devait passer la nuit là-bas. Des mensonges. Tout n'était que mensonge. J'ai trouvé des dizaines d'autres photos de ce genre, a dit doucement Marine, en s'asseyant sur la chaise en face de moi, ainsi que des reçus d'hôtel. Cela dure depuis au moins 6 mois, peut-être plus. Sa voix était d'un calme surprenant, mais on y percevait une froideur d'acier. C'était la voix d'une femme, qui avait déjà pleuré toutes ses larmes, qui avait surmonté le choc, et qui était désormais prête à agir. Je continuais à regarder la photo, sentant que quelque chose se transformait à l'intérieur de moi. D'abord, il y a eu la douleur, aiguë, tranchante, insoutenable. Ensuite, un engourdissement s'est installé, suivi par quelque chose de froid et de pointu, qui cristallisait dans ma poitrine. Ce n'était pas seulement le sentiment de trahison. C'était la clarté, une clarté absolue et glaçante. Tout prenait enfin sens. Les retards de Céline au travail. Sa nouvelle habitude de poser son téléphone, l'écran tourné vers le bas. Ses visites de plus en plus fréquentes chez sa mère. Cette nouvelle lingerie, que je n'avais jamais vue sur elle. Son manque de concentration, lorsque j'essayais de discuter de nos projets. J'avais tout mis sur le compte du stress, ou de la fatigue. J'avais été un imbécile aveugle. Marine était assise en face, et, quand j'ai enfin levé les yeux vers elle, j'y ai vu le reflet de ma propre rage. Nous étions 2 personnes, trahies par ceux en qui nous avions le plus confiance au monde. 2 personnes, dont les vies avaient été détruites par une liaison frivole. « Que voulez-vous faire » ai-je demandé. Et ma voix a résonné d'une manière étrangement étrangère, complètement froide. Marine a souri, et il y avait quelque chose d'effrayant dans ce sourire. C'était le sourire d'un prédateur, qui a acculé sa proie dans un coin. Le sourire d'une femme, qui a un plan bien précis. « Tout ce qu'ils nous ont pris » a-t-elle murmuré en se penchant en avant, ses yeux brillant à la lumière de la lampe, nous allons le reprendre. Lentement, silencieusement, de sorte qu'il ne voit jamais d'où viendra le coup. À cet instant, une compréhension silencieuse est née entre nous.
Il n'y avait pas besoin de longues explications, de serments, ni de promesses. Nous savions tous les deux que quelque chose d'inévitable venait de commencer. La vengeance ne serait pas bruyante, il n'y aurait ni scandale, ni cri. Elle serait méthodique, réfléchie, et absolue. J'ai hoché la tête, et Marine a tendu sa main à travers le bureau. Nous nous sommes serrés la main. Non pas comme des amants, ni comme des conspirateurs, mais comme des partenaires commerciaux, sur le point de signer le contrat le plus important de leur vie. Un contrat de représailles. Nous sommes devenus des associés, agissant avec une précision chirurgicale. Nos réunions se déroulaient dans les endroits les plus inattendus. Dans les parkings souterrains des centres commerciaux, dans les coins reculés des parcs parisiens, ou dans de petits cafés de banlieue, où personne de notre entourage ne mettait jamais les pieds. Deux inconnus, liés par l'humiliation et la soif de justice, planifiant en chuchotant, ce qui allait tout changer. Marine s'est révélée incroyablement ingénieuse. Au fil de ses années de mariage avec Denis, elle avait eu accès à tous ses fichiers, à ses mots de passe, à ses comptes bancaires, ainsi qu'aux documents confidentiels de l'entreprise. Il ne lui avait jamais rien caché, considérant sa femme comme une partie de son monde, comme sa propriété. Cette arrogance excessive fut sa première erreur fatale. De mon côté, j'avais un autre avantage. J'avais la confiance de Céline, ou plutôt, ce qu'il en restait. Elle pensait que j'ignorais tout. Pour elle, j'étais toujours ce mari naïf, qui croyait chacune de ses paroles. J'ai joué ce rôle à la perfection. Je suis devenu encore plus attentif, plus attentionné. Je l'interrogeais sur sa journée, je la prenais dans mes bras, lorsqu'elle rentrait tard de ses prétendues soirées entre amis. Ma première étape a été de tout documenter. J'ai installé un programme sur notre routeur domestique, qui enregistrait l'intégralité du trafic Internet. Chaque message, chaque appel, chaque photo, tout était sauvegardé sur un serveur cloud, auquel j'étais le seul à avoir accès. Céline pensait simplement que je travaillais davantage, que je restais tard devant l'ordinateur. En réalité, je montais un dossier en béton pour le divorce, un dossier qui la laisserait sans rien. Marine agissait avec encore plus de subtilité. Elle a commencé à déplacer discrètement leurs actifs. Les comptes joints se vidaient progressivement, par de petites sommes, que Denis ne remarquait pas, trop accaparé par sa liaison et son travail. L'argent partait sur des comptes ouverts uniquement au nom de sa femme, dans des banques dont le mari ne soupçonnait même pas l'existence. Les biens immobiliers, formellement au nom des deux, étaient transférés via des montages juridiques complexes. Elle avait engagé secrètement les meilleurs avocats de la ville, en payant en espèces. Les enfants, m'a-t-elle dit un jour, alors que nous nous étions retrouvés dans une voiture, sur un parking désert. Je dois protéger leur avenir. Il n'aura pas un centime de ce qui revient de droit à mes enfants. Je voyais dans ses yeux, non seulement un désir de vengeance, mais aussi une fureur maternelle féroce. Denis ne l'avait pas seulement trahi elle, il avait trahi toute la famille. Ensuite, nous nous sommes concentrés sur l'entreprise. J'y avais travaillé pendant 12 ans, et je connaissais chaque faille, chaque montage occulte, chaque transaction douteuse. Denis avait toujours flirté avec la ligne de l'illégalité. Il y avait des optimisations fiscales, des pots de vin, de faux contrats. Rien d'extrêmement grave au premier abord, mais largement de quoi attirer l'attention des autorités compétentes. J'ai commencé à rassembler des preuves. Je copiais des documents, j'enregistrais des conversations, je faisais des captures d'écran de courriel. Marine, de son côté, me donnait accès à l'ordinateur personnel de Denis. C'est là qu'il conservait les fichiers les plus compromettants, persuadé qu'ils étaient en sécurité à la maison. Quand nous avons rassemblé suffisamment d'éléments, j'ai créé une adresse email anonyme, et j'ai commencé la distribution. L'administration fiscale, le fisc français, a reçu un rapport détaillé sur ses schémas d'évasion fiscale. Les clients clés de l'entreprise ont reçu des avertissements bienveillants, de la part d'un soi-disant employé inquiet. Ces messages pointaient du doigt l'instabilité financière de la société, et l'éthique douteuse de son directeur. Marine, quant à elle, s'est assurée que les rumeurs sur le comportement inapproprié de Denis arrivent aux bonnes oreilles, dans les cercles d'affaires parisiens. Pendant tout ce temps, j'ai continué à vivre avec Céline, comme si de rien n'était. Elle a commencé à remarquer que Denis prenait ses distances, qu'il devenait nerveux, irritable. Elle rentrait à la maison contrariée. Elle essayait de me parler de ses problèmes au bureau, ignorant que je connaissais déjà les moindres détails.
Je ne sais pas ce qui se passe, s'est-elle plainte un soir, assise sur le canapé avec un verre de vin de Bordeaux. Tout devient tellement compliqué. Je l'ai serré dans mes bras, je lui ai caressé les cheveux, et je lui ai assuré que tout allait s'arranger. Pourtant, au même instant, j'envoyais une nouvelle série de ces messages d'amour à mon avocat. Chacun de ces mots, chacune de ces caresses, me semblait désormais faux et répugnant. Mais j'ai gardé mon masque. La patience faisait partie intégrante du plan. Marine m'informait que Denis commençait à boire plus que d'habitude. Il devenait paranoïaque, soupçonnant ses concurrents d'essayer de le détruire. Il se démenait, essayant désespérément de comprendre d'où venaient les coups, qui divulguait les informations, ou qui retournait ses partenaires contre lui. Il n'aurait jamais pu imaginer que l'ennemi dormait juste à côté de lui. Chaque semaine, je rencontrais Marine. Nous coordonnions nos actions, nous partagions nos informations. Il n'y avait absolument rien de romantique entre nous. C'était simplement l'amitié froide et calculée de deux personnes, unies par un but commun. Nous étions des ombres, des fantômes, resserrant lentement l'étau autour du cou de ceux qui nous avaient trahis. Et ils ne se doutaient même pas que leur monde était déjà en train de s'effondrer. Lentement, inexorablement, brique par brique. Nous ne les avons jamais attaqués de front. Nous étions invisibles, insaisissables. Nous étions le châtiment, celui qui frappe silencieusement dans la nuit, et quand il s'abat enfin, il est déjà trop tard pour fuir. La fin est arrivée rapidement, avec l'efficacité impitoyable d'une machine bien huilée. Après des mois de préparation minutieuse, tout s'est mis en place pour former un tableau de destruction parfait. L'entreprise de Denis s'est effondrée, sous le poids des contrôles. Les inspecteurs des impôts ont débarqué pour une perquisition, un beau lundi matin. Ils ont emporté des cartons entiers de documents, et ont placé des scellés sur les coffres. Les partenaires ont commencé à rompre leurs contrats, invoquant des risques pour leur réputation. Le plus gros client, qui générait la moitié des bénéfices annuels, est parti chez la concurrence, en déclarant publiquement sa perte de confiance. J'observais tout cela depuis le premier rang. Denis parcourait les bureaux comme une bête traquée, hurlant sur les employés, exigeant qu'on trouve les coupables. Son visage s'était creusé, ses yeux étaient injectés de sang, à cause du manque de sommeil et de l'alcool. L'homme qui, autrefois, rayonnait d'assurance et d'autorité, se transformait en une ombre pathétique de lui-même. Le conseil d'administration s'est réuni en urgence. Marine m'avait fourni les bonnes informations. Elle connaissait chaque membre du conseil personnellement, connaissait leurs faiblesses et leurs ambitions. Elle avait glissé, à certains d'entre eux, qu'il était temps de changer de direction. Le vote a été unanime. Denis Valmont a été démis de ses fonctions, pour perte de confiance. On lui a accordé 20 minutes, pour rassembler ses affaires personnelles, et quitter le bâtiment. Je me tenais dans le couloir, lorsque la sécurité l'a escorté vers la sortie. Nos regards se sont croisés un instant. Il ne s'en doutait pas une seconde. Cet employé effacé, invisible, qu'il avait vu un millier de fois sans jamais s'en souvenir, était l'un des architectes de sa chute. Céline a appris ce désastre par Denis lui-même. Elle est rentrée à la maison ce soir-là, toute pâle et tremblante. Elle s'est assise à la table de la cuisine, et a éclaté en sanglots. Je lui ai apporté un verre d'eau, et je lui ai demandé ce qui n'allait pas. Elle m'a répondu qu'elle avait des problèmes au travail, et que l'entreprise était au bord de la faillite. Tout ira bien, lui ai-je dit calmement. Nous allons surmonter ça. Le lendemain matin, j'ai demandé le divorce. Les documents étaient irréprochables. Mon avocat, l'un des meilleurs de la région, que j'avais engagé des mois auparavant, a présenté au tribunal des preuves d'adultère irréfutables. Il y avait les photos, les correspondances, les reçus d'hôtel, ainsi que les relevés téléphoniques. Céline a regardé le dossier, et j'ai vu la couleur quitter lentement son visage. Son propre avocat a examiné les pièces, et lui a conseillé de signer l'accord, sans chercher à lutter. Le contrat de mariage, qu'elle avait autrefois signé à la hâte sans le lire, l'a laissé pratiquement sans rien, en cas d'infidélité. L'appartement, nos économies, et même la voiture, tout me revenait de droit. Céline a essayé de me parler. Elle venait me voir, m'appelait sans cesse, m'envoyait des messages, pleurait et demandait pardon. Elle jurait que tout était fini, qu'elle avait été stupide, et qu'elle n'aimait que moi. Je la regardais, et je ne ressentais absolument rien. Pas même de la haine. Juste un immense vide,
là où se trouvait autrefois l'amour. Signe ces papiers, Céline, ai-je prononcé d'une voix neutre. Et disparaît de ma vie. Elle a signé, une semaine plus tard. Le divorce de Marine a été encore plus dévastateur pour Denis. Elle avait engagé toute une équipe d'avocats, qui a démantelé leur patrimoine commun avec une précision chirurgicale. La maison dans laquelle ils avaient vécu 15 ans, sa villa en Provence, les comptes sur lesquels ils l'avaient inscrite en toute arrogance comme copropriétaire, croyant tout contrôler. Tout avait été vidé et transféré, bien avant le dépôt de la demande en justice. Le tribunal a accordé la garde des enfants à la mère, sans la moindre hésitation. Marine a présenté des preuves de son comportement inapproprié, de sa négligence envers ses devoirs familiaux, ainsi que de son alcoolisme. Denis a obtenu le droit de voir ses enfants, une fois par mois, sous surveillance. Il a essayé de proférer des menaces, il a hurlé dans la salle d'audience, jurant qu'elle le regretterait. Mais Marine avait des relations solides, de l'argent, et une réputation irréprochable dans la société. Lui, en revanche, n'avait plus rien. Rien d'autre que les ruines, de ce qui fut autrefois son empire. 6 mois ont passé. J'ai entendu dire que Denis louait un studio en banlieue, et travaillait comme cadre moyen, pour le compte d'un concurrent. C'était le seul endroit où l'on avait accepté de l'embaucher. Il n'avait plus d'ambition, plus aucun pouvoir. Il n'était plus qu'un raté parmi d'autres, sombrant dans l'alcool, dans la solitude de son appartement. Quant à Céline, elle est partie s'installer chez sa mère, dans une autre ville. J'ai supprimé son numéro, et j'ai totalement effacé son existence de ma mémoire. Et puis, par une belle journée ensoleillée, Marine m'a envoyé un message avec une adresse. Je m'y suis rendu, et j'ai découvert qu'il s'agissait du même café. Celui-là même, où avait été prise la photo qui a tout fait basculer. Nous nous sommes assis à cette table familière. La serveuse a apporté nos cafés. Marine semblait différente, plus jeune, plus libre, comme si elle s'était libérée de chaînes invisibles. Nous avons discuté comme de vieux amis. Nous avons parlé de l'avenir, de nos projets, et de nouvelles opportunités. « Est-ce que tu as des regrets ?» a-t-elle demandé. En remuant le sucre dans ma tasse, j'ai réfléchi un instant. J'ai songé à la miséricorde, au pardon, et je me suis demandé si la vengeance apportait réellement une véritable satisfaction. Je me suis remémoré cette photo, cet instant précis, où mon monde avait volé en éclats. Non, ai-je répondu honnêtement. Pas une seule seconde. Elle a hoché la tête, et j'ai lu une compréhension totale dans ses yeux. Nous avons terminé nos cafés, en réglant les derniers détails, concernant son déménagement dans le sud de la France, et mon nouveau projet professionnel. Ensuite, nous nous sommes serrés la main. De manière chaleureuse, en toute amitié. Merci, a dit Marine, de ne pas m'avoir laissé sombrer. Et merci d'avoir traversé tout cela, avec moi. Le sentiment est partagé, ai-je répondu. Nous sommes sortis du café, et nous sommes partis, chacun de notre côté. 2 personnes qui avaient retrouvé leur dignité, un pas calculé après l'autre. 2 personnes qui avaient prouvé que la trahison avait toujours un prix. Et ce prix, ceux qui le méritaient l'avaient payé très cher. Je marchais dans la rue, et pour la première fois depuis de longs mois, je me sentais véritablement libre. Le passé était définitivement derrière moi. Devant moi, s'étendait une nouvelle vie, bâtie sur les décombres de l'ancienne. Et j'étais enfin prêt à tout recommencer.